ce Zoom, je suis très heureux d'accueillir le philosophe André Perrin. Bonjour André Perrin. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage percutant, un livre même encourageant, ce sont les termes de Pierre Manant, mais je l'ai fait mien, Scène de la vie intellectuelle en France, sous-titré « L'intimidation contre le débat ». André Perrin, vous avez, je dis pour les téléspectateurs, plus de 42 années de vie professionnelle liées à l'enseignement de la philosophie. Vous avez été donc professeur de philosophie, je crois pendant 8 années, sans me tromper, inspecteur d'académie. Pourquoi un livre? Est-ce que c'était pour démontrer que l'intimidation, le sous-titre de l'ouvrage, écrase aujourd'hui la vie intellectuelle française? Oui, bien sûr. Comme je l'explique dans mon avant-propos, c'est effectivement un livre qui est d'abord le livre d'un professeur de philosophie qui, ès qualité, a enseigné pendant toute sa vie à des élèves et à des étudiants un certain nombre d'exigences, parce que faire de la philosophie, c'est s'astreindre à une certaine ascèse intellectuelle, à une certaine rigueur, à une certaine probité intellectuelle aussi. Et au fur et à mesure des années, et en particulier depuis 15 ans, 17 ans, j'ai été extrêmement troublé de voir que les débats intellectuels en France étaient à ce point éloignés de ce que moi j'ai passé toute ma vie à enseigner à des élèves. Voilà, et c'est un petit peu de cela qu'est né ce livre, au fur et à mesure que l'actualité, sous la forme de certaines controverses, de certaines entreprises aussi de lynchage médiatique, comme on dit, m'en a fourni la matière. Alors, vous avez fait appel à notre professeur pour la préface de cet ouvrage, le professeur Jean-Claude Michéa. Alors, il préface donc l'ouvrage et il fait de vous un défenseur de la liberté d'expression qui refuse, dit-il, l'idéologie avec un grand I. Alors Pierre Manant, lui, ne dit rien de plus quand il explique que vous cherchez, je le cite là encore, à échapper à la tyrannie paralysante du politiquement correct sans tomber dans la licence improductive du politiquement incorrect. Est-ce que c'est un chemin difficile et escarpé finalement que le vôtre? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, lorsque Pierre Manant a eu la gentillesse de m'envoyer le texte qu'il a écrit pour la 4e de couverture, je l'ai remercié en lui disant que j'avais précisément beaucoup apprécié le passage que vous venez de citer, parce qu'il correspondait effectivement exactement à ce que j'ai essayé de faire, même si je n'étais pas conscient de le faire en le faisant. Mais rétrospectivement, c'est cela, oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai écrit non pas en militant, je ne suis militant de rien du tout. J'essaie de mener une vie philosophique et de la partager, de la faire partager. Et par conséquent, mon optique n'est pas de me situer dans un parti ni d'en combattre un autre. Et c'est véritablement d'essayer de montrer ce que devrait être un véritable débat et ce qu'il n'est pas malheureusement. Et d'essayer de montrer quels sont les procédés qui sont utilisés de manière récurrente pour rendre impossible ce débat. Alors, c'est vrai que c'est ce caractère mesuré qui fait aussi la force de cet ouvrage. C'est aussi son érudition, c'est aussi votre bienveillance qu'on voit à toutes les pages, voire même votre humour. Et vous vous intéressez à 9 débats, mais 9 débats qui ont dessiné le paysage idéologique finalement de ces dernières années. Et j'en ai retenu un parce que c'est le premier que je l'ai trouvé le plus emblématique, peut-être pas le plus connu, encore que, puisqu'il s'agit de Sylvain Guggenheim, il est venu sur TV Liberté dans l'émission Passé Présent, mais les téléspectateurs ne se souviennent peut-être pas que c'est une affaire particulièrement emblématique. L'affaire Guggenheim, c'est ainsi qu'on l'appelle, née de son livre intitulé « Aristote au Mont-Saint-Michel ». Est-ce que peut-être on pourrait rappeler les faits, comme on le dit? Oui, bien sûr. Alors les faits, c'est que Sylvain Guggenheim, qui est un historien réputé, un médiéviste, après avoir été maître de conférence à la Sorbonne, il est devenu professeur à l'École normale supérieure.
de Lyon. Et donc il a publié en 2008 ce livre intitulé Aristote au Mont-Saint-Michel, qui est un livre qui se proposait, disons, de rééquilibrer la vision la plus communément répandue de la question de la transmission du savoir grec à l'Occident chrétien. Selon cette vision, disons, on parle beaucoup du rôle des Arabes, confondant d'ailleurs parfois Arabes et musulmans, oubliant par exemple que si les traducteurs d'Aristote étaient arabes, ils n'étaient pas musulmans, ils étaient chrétiens. Guggenheim considérait qu'on avait tendance à surestimer ce rôle, et il se proposait de montrer que à côté de ce rôle qui néanmoins, dont il ne niait pas l'importance bien évidemment, mais à côté de cela, il y a toujours eu d'autres filières, peut-être moins importantes, mais la filière latine, la filière byzantine, à travers lesquelles l'Occident chrétien a toujours essayé, malgré tout, de maintenir un certain contact avec le savoir grec. Bon, alors, si vous voulez, moi je ne me suis évidemment pas prononcé sur les thèses de Guggenheim elles-mêmes, parce que je n'en ai pas la compétence, je ne suis pas historien. Mais, si vous voulez, ce texte que j'ai écrit, qui était le premier d'ailleurs, qui était le point de départ, ce texte a porté sur la réception de cet ouvrage. Et cette réception a été tout à fait étonnante, parce que si vous voulez, on ne s'est pas contenté d'éreinter Guggenheim dans des revues spécialisées pour dénoncer telle ou telle erreur. Il y en avait bien sûr, comme il y en a dans quantité d'ouvrages scientifiques. Bon. Mais il y a eu une véritable cabale qui a pris la forme, oui, d'un véritable lynchage médiatique, d'une violence exceptionnelle, avec plusieurs pétitions signées par des dizaines, ou même, dans le cas de celle de Lyon, des centaines de personnes. Bon, alors voilà, c'est cela qui... Vous relevez dans l'ouvrage des personnes qui signent, mais dont on s'aperçoit très rapidement qu'elles n'ont même pas lu le livre. Oui, alors voilà. Alors, notamment. Voilà, c'est pourquoi ce texte, qui est le premier que j'ai écrit, il est emblématique en effet, parce que on retrouve dans cette affaire, si vous voulez, absolument tous les éléments qui empoisonne le débat intellectuel en France aujourd'hui. Et parmi ces éléments, il y a d'abord le fait de ne pas lire, le fait de condamner quelqu'un sans l'avoir lu. J'ai donné d'ailleurs dans mon livre d'autres exemples, celui du discours de Ratisbonne, par exemple. Même cabale, d'ailleurs, même voilà. Thématique aussi. Mais voilà, le discours de Ratisbonne de Benoît XVI, bien évidemment, qui va susciter un grand émoi, et une cabale qui va entraîner la mort du chrétien. Bien sûr, ça a été tragique dans ce cas-là. Mais alors, l'élément commun, si vous voulez, c'est qu'il s'agit de textes qui ont été condamné par des gens qui ne l'avaient pas lu et qui n'auraient pas pu le condamner s'ils l'avaient lu. Bon, alors, qui n'étaient pas en aptitude de le comprendre. Oui, ça c'est pour certains sans doute. Pour certains sans doute. C'était dans le cas du discours de Ratisbonne, c'était effectivement un texte d'une haute tenue philosophique et théologique qui se référait à des autres, parce qu'il n'était pas du tout question de l'islam. Il était question dans ce texte du christianisme, et toutes les cibles du pape se trouvaient à l'intérieur du monde chrétien. C'était Pascal, c'était Kant, c'était Duns Scotus. Avant, c'était la réforme protestante. Mais tout sauf l'islam. Bon. Enfin, peu importe, j'en reviens à Guggenheim. Donc, dans le cas de Guggenheim, c'est la même chose. Vous savez qu'un certain nombre de pétitionnaires ont demandé à Madame de Villers, qui dirigeait la collection L'univers historique au Seuil, où avait été publié le livre de Guggenheim, lui ont demandé de lui expédier le livre alors qu'ils avaient déjà signé cette pétition. Non. Mais alors avant même d'apprendre la chose, j'ai pu voir et montrer effectivement dans cet article que les signataires ne pouvaient pas avoir lu le texte parce qu'il lui attribuait il lui imputait des contradictions
qui était inexistante pour quelqu'un qui avait lu le livre. Voyez. Alors, on parle d'ailleurs de Guggenheim, on pourrait parler de l'ensemble des autres débats que vous évoquez. On vient d'évoquer celui de Benoît XVI aussi, et Discours de Ratisbonne. En fait, à chaque fois, vous avez démonté en fait un système, et ce système, vous l'appelez celui de la disqualification. Disqualification de l'auteur par les intentions qu'on lui attribue, la disqualification de ses thèses par les effets qu'on leur impute, la disqualification des mots et des concepts qu'il utilise, la volonté de le combattre sans le lire, ou du moins en ayant fait semblant de l'avoir lu. C'est ce que vous indiquiez à l'instant. Donc la disqualification, c'est le système qui est utilisé. Oui, c'est cela. C'est cela. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à discuter avec quelqu'un, le procédé qui est utilisé, c'est de le décréter infréquentable, c'est de décréter que c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on discute avec lui. Et pour ça, il faut bien sûr le jeter sur lui l'opprobre, il faut le discréditer moralement, il faut montrer qu'il est, enfin, affirmer qu'il est un raciste, ou qu'il est homophobe, ou qu'il est sexiste, etc. Si vous voulez, les différentes affaires que j'évoque, bon, il y a un texte, un chapitre qui porte sur la question de la race. Vous savez, à propos du débat, faut-il supprimer le mot race de la Constitution et des autres textes législatifs. Bon, vous avez un chapitre qui porte sur la fameuse controverse autour de la question des civilisations. Est-ce que toutes les civilisations se valent ? Bon, dans ce cas, le débat n'a pas eu lieu parce que d'emblée, ceux qui estimait qu'il n'était pas opportun de supprimer le mot race de la Constitution, ou ceux qui considéraient que il n'était pas évident que toutes les civilisations soient absolument équivalentes, cela était qualifié de raciste. Bon, il est question également dans mon livre, par exemple, du mariage homosexuel. Là aussi, le débat a été verrouillé d'emblée parce que ceux qui émettent des réserves, qui émettaient ou qui émettent encore des réserves sur le mariage homosexuel, sont qualifiés d'homophobes. Et encore tout récemment, vous avez vu ce qui s'est passé pour Nathalie Hennig, sociologue extrêmement réputée, qui se voit décerner et pas par n'importe qui d'ailleurs, par Le Monde et France Culture, qui ne sont quand même pas, que je sache, des officines d'extrême droite, etc. Elle se voit décerner par Le Monde et France Culture le prix Pétrarque de l'essai pour un ouvrage remarquable sur les valeurs, et vous avez toute une série de pétitionnaires qui s'étaient déjà d'ailleurs illustrés dans l'affaire Marcel Gauchet, la rencontre de Blois, et qui demandent que le prix lui soit retiré parce qu'elle serait homophobe, antiféministe, etc., etc. Voyez. Bon, voilà effectivement où on en est. Alors, les affaires évoquées dans l'ouvrage permettent de se convaincre finalement qu'il y a un véritable climat de fermeture qui s'est emparé de notre pays. On appelle ça une chape de plomb, historiquement, pour d'autres pays, on a évoqué ce terme-là. Michéa vous utilisez le terme chape de plomb, mais Michéa, il va beaucoup plus loin que vous. Et finalement, il est plus politique. Il dit, maintenant, il y a des véritables opérations de basse police. Par exemple, il cite les pétitionnaires, les stakhanovistes de la pétition. Il dit, il fustige l'instinct de flic de ces stakhanovistes de la pétition. Opération de basse police, instinct de flic. Michéa, il est plus dur que vous. Il politise votre livre contre votre volonté ou pas ? Non, pas contre ma volonté. Enfin, je n'ai peut-être pas utilisé les termes d'opération de basse police, mais il faut bien reconnaître quand même que ça s'apparente un petit peu à cela. Vous savez, vous avez quand même un certain nombre de pétitions lorsque des gens demandent... Bon, il y a eu une pétition contre Éric Zemmour. Bon, moi, je n'appartiens pas au fan club d'Éric Zemmour. Bon, très bien. Mais enfin, de là à ce que l'on signe des pétitions, sur une d'entre elles disant « Employeur d'Éric Zemmour, prenez vos responsabilités », pour qu'il soit chassé des médias où il intervient. Vous avez eu le sociologue Michel Vivorca qui a publié dans Télérama une tribune pour demander qu'il soit interdit d'antenne, etc. Enfin, écoutez, ça va quand même très loin de demander ce genre d'interdiction dans une démocratie, dans un état de droit, une démocratie en temps de paix, enfin qui devrait être
pour le moins apaisé. On retrouve si vous voulez, des procédés que l'on pouvait croire réservés à des périodes extrêmement troublées. Je pense par exemple au moment de l'épuration, etc. Mais enfin, nous n'en sommes plus là. Il devrait quand même être. Il ne s'agit pas de gens qui ont commis des crimes, qui ont livré aux nazis des juifs ou des résistants. Il s'agit de gens qui expriment des opinions qui peuvent être parfaitement contestables. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'écrire dans mon livre que je n'étais pas du tout d'accord avec et que je trouvais même tout à fait détestable certaines positions d'Éric Zemmour. Mais effectivement, oui, il a le droit à l'expression, et s'il transgresse la loi, il y a des tribunaux pour ça, mais que des intellectuels eux-mêmes demandent que les tribunaux soient saisis, si vous voulez, je pense que c'est tout à fait dommage pour l'image et la réputation des intellectuels. Alors, dans cette affaire d'apaisement, vous avez utilisé le terme d'apaisement, il y a quand même une haute autorité qui devrait être celle de l'apaisement, c'est le CSA, bien évidemment, qui régule, dirige et gendarme le paysage audiovisuel français et au-delà. Dans l'affaire Zemmour, on s'aperçoit que le CSA joue un rôle, certains ont dit, de maître censeur, puisqu'il sanctionne l'employeur, d'Éric Zemmour. Mais bon, on s'aperçoit aussi que le CSA est par exemple capable, dans l'affaire qui est restée dans toutes les mémoires du comportement de Madame Angot contre le candidat François Fillon dans une émission de France 2, le CSA a indiqué, là, il y a quelques jours, qu'il n'y avait aucun manquement de la chaîne de France 2 et de ses journalistes dirigés à l'époque par M. Pujadas. Donc, moralité, est-ce que c'est une autorité qui apaise ou c'est une autorité qui met de l'huile sur le feu ? Oui, écoutez, là, j'avoue que je ne connais pas très bien le fonctionnement du CSA. Oui, il peut sembler qu'il y ait parfois deux poids et deux mesures. Moi, je ne vais certainement pas demander au CSA de sanctionner mais est-ce que c'est son rôle, M. Pujadas ou Mme Angot. Je ne pense pas beaucoup de bien de Mme Angot, mais je n'ai rien contre David Pujadas. Je ne sais pas s'il a eu tort dans cette affaire, je n'en sais rien. Mais ce qui apparaît en revanche, c'est qu'il y a sans doute une tendance à un certain deux poids et deux mesures, oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est le rôle du CSA ? Et en fait, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait un CSA ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un gendarme ? Écoutez, je n'en suis pas certain. Enfin, il y a des tribunaux. Donc, si des gens transgressent la loi, si véritablement ils se rendent coupables d'injures, de diffamation, d'appel au meurtre, d'incitation à la haine raciale, les tribunaux sont là pour les sanctionner. Vous savez, il y a un article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est intégré au préambule de notre Constitution et qui a donc valeur constitutionnelle. Et cet article empêche la censure au sens propre, c'est-à-dire la censure préalable. Chacun est libre d'écrire, d'imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté devant la loi. Donc c'est seulement après coup, si l'on a enfreint la loi, qu'on doit répondre de cette infraction. Alors, je suis bien André Perrin, mais s'il n'y a pas ce gendarme qui donne les mauvais et les bons points et sanctionne, on s'aperçoit que la loi a du mal, par exemple, à juger de la grossièreté, de la vulgarité ou de la capacité de blesser. Et dans ce cas-là, j'ai tendance à vous dire que le cas Zemmour pourrait ressembler au cas Hanouna et à son émission TPMP, qui veut dire je ne sais plus quoi d'ailleurs, sur la chaîne C8 Canal+. Oui, non, là je crois vraiment que les deux cas sont totalement différents. Parce que dans le cas Zemmour, le problème posé est celui de la liberté d'expression. Dans le cas de Hanouna, il ne s'agit pas du tout de liberté d'expression. On m'a posé la question... Mais c'était dans le Figaro. Voilà, j'ai répondu à cette question dans une interview au Figaro. Non, Hanouna, écoutez, d'après moi, je ne connaissais pas, avant que le Figaro m'interroge, je connaissais cette émission de nom, mais je ne l'avais jamais vue. Ça ne touche pas à mon poste. Excusez-moi. Donc, je me suis renseigné pour pouvoir répondre à ces questions, et ce que j'ai appris m'a évidemment consterné.
Ce Cyril Hanouna aurait, dans une émission, ridiculisé des homosexuels et avec, semble-t-il, des conséquences familiales très graves pour l'un d'entre eux. Lui ou l'un de ses acolytes aurait essayé de toucher la poitrine ou d'embrasser la poitrine d'une dame présente à l'émission, et lui-même aurait glissé des nouilles dans le slip d'un de ses collaborateurs. Écoutez, que voulez-vous, il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de choses qui sont d'une grossièreté, d'une abjection. Alors là, effectivement, le CSA est tout à fait fondé à intervenir dans ce domaine, justement parce qu'il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais simplement de la dignité, de la tenue d'émissions qui sont destinées au public. Pardonnez-moi de vous dire, vous êtes philosophe, et je vous ai trouvé pourtant en pleine contradiction, notamment dans cet entretien que vous avez accordé au quotidien Le Figaro et à Figaro Vox. Vous dites que, sans remettre un jugement d'ordre général sur le rôle, l'action, la légitimité du CSA, vous lui reprochez finalement de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient dans un cas précis qui est celui de Mehdi Mekla. On a parlé sur TV Liberté, journaliste, animateur, amuseur, je ne sais pas quoi, de France Inter, qui s'appelle, je crois, Marcelin Deschamps, a publié sous ce pseudonyme de Marcelin Deschamps 5000 tweets antisémites et orduriers. Et là, vous dites, le CSA a tardé, n'a pas pris... Alors, d'un côté, vous êtes pour la liberté d'expression, mais pour Mehdi Mekla, il n'a pas le droit de s'exprimer sur des tweets derrière un pseudo. Non, pas du tout. Non, alors, si vous avez compris cela, c'est que je me suis mal exprimé, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas reproché au CSA de ne pas avoir censuré Mehdi Mekla, d'autant plus d'ailleurs que, juridiquement, il n'est pas certain qu'il en avait la possibilité, puisqu'il s'agissait de tweets qui n'ont pas été diffusés dans le cadre d'une émission du service. Donc, c'est pas ça. Je me suis simplement étonné de la disparité de traitement entre le cas Mekla, dont il ne pouvait pas ne pas être informé, et par exemple ce qui s'est passé avec Georges Bensoussan, avec les propos de Bensoussan à l'émission Réplique. Bon. Voilà, c'est cette différence de traitement, si vous voulez. Alors, si vous voulez, parce qu'il me semble, même si Mehdi Mekla, dans les émissions auxquelles il a participé, n'a pas évidemment repris les injures et les grossièretés antisémites qu'il a exprimées dans ses tweets. Bon, enfin, imaginez quand même qu'on confie une émission sur le service public à Dieudonné, dont les délires antisémites ont été beaucoup moins loin que ce Mehdi Mekla. Est-ce que véritablement ça ne posera pas de problème, sous prétexte que c'est dans son théâtre et pas à la télévision qu'il a eu ces délires antisémites? Vous voyez, voilà, c'est la question que je me suis posée simplement. Moi, j'invite tous les téléspectateurs, parce que malheureusement, voilà, le temps passe vite, à lire Scènes de la vie intellectuelle en France. Vous allez trouver beaucoup d'arguments, beaucoup de démonstrations qui nous serviront et me serviront pour la suite des événements. Est-ce que le retour à la liberté de la vie intellectuelle française, est-ce qu'elle finalement, elle est envisageable? Quelles sont les pistes? Nous avons porté une réponse, nous avons fait quelque chose d'alternatif. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes au sein de la scène intellectuelle française? Comment fait-on? Comment fait-on? Écoutez, là, vous me posez vraiment Oui, je vous ai laissé 2 minutes. la question à laquelle il m'est extrêmement difficile de répondre. Moi, voilà, j'ai essayé d'apporter, si vous voulez, ma contribution pour essayer de faire réfléchir, pour essayer de convaincre, pour provoquer une prise de conscience. Mais évidemment, je ne peux pas faire beaucoup plus. Voilà un ouvrage qui vise juste, c'est pour ça qu'il est aux éditions L'Artilleur d'ailleurs, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut échapper à la tyrannie du politiquement correct? Est-ce qu'on peut
tout dépend qui est on. Disons que certains le peuvent, certains s'y emploient. Maintenant, il est vrai que c'est extrêmement difficile. Hein. C'est vrai qu'il y faut du courage, il faut ne pas se laisser intimider, et quand on voit ce qui pèse sur, si vous voulez, cette chape de plomb, ces tirs conjugués, c'est vrai que c'est difficile. Mais comme disait Platon, quand même, avait répété Platon très souvent, les belles choses sont difficiles. Voilà, et on va terminer sur une citation de Platon. C'est rare sur TV Liberté. Merci professeur. Merci d'être venu présenter cet ouvrage que je recommande vivement. Merci à vous. Merci.